Bonjour à tous et bienvenue dans votre trotteur. Installez-vous sous les cocotiers et plongez vos pieds dans le sable blanc car nous vous emmenons aujourd'hui aux îles Kiribati. Les îles quoi ? Eh oui, j'ai bien dit les îles Kiribati. Ces îles microscopiques s'étendent sur un immense territoire maritime qui va de Hawaï à la Nouvelle-Zélande. Là-bas, les Kiribatiens, qu'on appelle aussi les Gilbertins, se déplacent donc surtout en bateau ou en pirogue à balancier dont ils sont les grands spécialistes. Les 100 000 habitants de l'archipel se rendront d'ailleurs aux urnes le 30 décembre prochain pour choisir leurs députés et aussi leur nouveau chef d'État. Si le nom Kiribati ne vous dit sûrement rien, le pays est pourtant devenu le symbole du réchauffement climatique. Composé principalement de coraux très fragiles, il est l'un des premiers à être menacé par la montée des eaux. Si vous ne connaissez rien de ce pays pas comme les autres, pas de panique. Votre auteur est là et vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette petite pépite qui vous réserve de nombreuses surprises. Alors laissez-vous porter par le bruit des vagues car nous partons tout de suite à l'autre bout du monde. Maori and Kiribati. À l'occasion de la COP21, la conférence du climat qui se tient en ce moment à Paris, vous avez sûrement entendu parler de petits États se faisant dévorer par les vagues. C'est le cas des îles Kiribati, et pour un État qui culmine à quelques dizaines de mètres au-dessus du niveau de la mer, la réussite de la conférence est avant tout une question de survie. Si les températures augmentaient au-dessus de la barre symbolique des 2 degrés, dont on entend beaucoup parler, ils pourraient tout simplement être rayés de la carte. Durant la COP21, Romain Wex a interviewé une ressortissante gilbertine qui ne peut que constater l'urgence terrible de la situation. En effet, Estelle, j'ai rencontré Sinai Tiawa, elle est assistante médicale dans son pays, les îles Kiribati, et elle milite pour Kirikan, une ONG gilbertine luttant contre le réchauffement climatique. C'est donc en toute logique qu'elle se retrouve aujourd'hui à plaider sa cause à Paris pour la COP21. Car il y a bien urgence. Sinai n'a beau avoir que 23 ans, elle voit bien que les inondations ravageant chaque année son pays sont de plus en plus dévastatrices. Surtout dans la capitale, Tarawa, où elle vit. Pendant la saison des pluies, on a toujours des problèmes, mais en février cette année, c'était vraiment terrible. On a surnommé ça The King Tide. L'eau arrivait de tous les côtés et a inondé l'ensemble des maisons. C'était vraiment horrible. Et c'était la première fois que je voyais ça de ma vie. Mais ce n'est pas le seul problème. Ces inondations d'eau salée empoisonnent les sols et les sous-sols du pays, ce qui n'est pas sans conséquence pour la santé des populations locales. On a découvert que la plupart des personnes et des enfants attrapaient des brûlures, des problèmes de peau, des diarrhées et des germes, tout ça parce qu'ils utilisent de la mauvaise eau. Et c'est franchement triste. Devant l'urgence de la situation, un Gilbertin, Johan Teosia, avait demandé il y a 4 ans l'asile climatique en Nouvelle-Zélande. La Cour suprême néo-zélandaise a finalement rejeté la demande en juillet dernier, mais pour Sinai Tiawa, ce statut de réfugié climatique est-il vraiment une solution à la crise, Romain ? Je lui ai posé la question, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas fan de cette idée. Je ne pense pas que ce soit la solution pour nous puisque personne ne veut quitter les Kiribati. Moi non plus d'ailleurs, je ne veux pas quitter ma maison, je veux rester ici. On ne veut pas bouger ni qu'on nous fasse la charité. On l'a bien compris, les Gilbertins veulent s'en sortir par eux-mêmes. Enfin, par eux-mêmes. Ils dépendent tout de même grandement du bon vouloir des 194 autres nations présentes à la COP21. Peuvent-ils parvenir à un accord suffisant ? Sinawa est quand même dubitative. C'est pour ça qu'on est là, pour ça qu'on se bat, nous élevons la voix pour que tous les dirigeants du monde nous entendent et nous comprennent. Nous voulons les obliger à adopter un accord suffisamment contraignant pour limiter l'augmentation des températures. On essaye et j'espère vraiment que ce sera suffisant. L'accord final de la COP21 suffira-t-il à sauver les îles Kiribati ? Nous n'aurons la réponse que dans plusieurs décennies. En tout cas, on croise les doigts. Merci Romain pour ce témoignage. La communauté internationale essaie tant bien que mal de se saisir du problème Kiribati, mais les solutions envisagées sont-elles vraiment à la hauteur de la tâche ? Le gouvernement kiribatien, mais aussi la Banque mondiale, ont été montrés du doigt. On leur reproche de ne pas avoir pris conscience de l'ampleur du problème suffisamment tôt et de chercher maintenant à sauver les meubles en se tournant vers le reste du monde. Margot, la communauté internationale a-t-elle réussi vraiment à répondre à leurs problèmes avec des mesures concrètes ?
Eh bien oui, mais les solutions trouvées ne sont pas forcément les bonnes. Alors déjà, vu que la Banque mondiale a décidé d'aider les îles Kiribati, elle a créé une agence sur place. Résultat, les îles qui galèrent déjà sur le plan environnemental croulent sous les demandes de reportage. Selon l'attaché de presse de la présidence, il y a environ 5 demandes par semaine de la part des médias étrangers. Autre cas concret, celui du programme d'adaptation des Kiribati. Il a été financé par la Banque mondiale et il a fallu 8 ans pour que le projet aboutisse. Et en 2011, plusieurs digues ont enfin été construites, mais elles n'étaient pas adaptées. Du coup, elles ont été très vite endommagées au bout de seulement quelques mois. Donc on voit bien que les mesures d'urgence ne sont pas toujours pertinentes. Mais est-ce que ça veut dire que la communauté internationale a mal compris les véritables enjeux climatiques des îles ? Eh bien, ce à quoi elle ne pense pas assez, en tout cas, c'est la tension entre le long terme et le court terme. On croit que le risque est à court terme, du coup les aides internationales sont trop précipitées, mais les habitants savent mieux s'adapter qu'on ne le pense. Et ce dont ils ont besoin, c'est surtout d'aides techniques pour entretenir les outils déjà mis en place, comme les digues. Et puis autre chose aussi qui prouve que la situation n'est pas aussi désespérée qu'on pense, c'est que les îles ne font pas que perdre du terrain. Elles en gagnent aussi. Et oui, grâce au phénomène de sédimentation, au dépôt des sédiments quoi. Alors les îles sont des îles coralliennes et même si les volcans éteints finissent par être submergés par la mer, les anneaux qui sont formés autour par les coraux restent et piègent le sable. Et paf, ça forme des plages. Et puis petit à petit, de nouvelles îles. En fait, ce qui compte ici, c'est l'équilibre, le rythme entre d'un côté la montée du niveau de la mer et de l'autre l'accumulation des sédiments. Mais s'il n'y a pas de réelle urgence, d'où vient cette panique générale, comme quoi les îles vont être bientôt submergées à ce moment-là ? Déjà en 2005, il y a eu une très grosse montée des eaux, mais d'après les experts climatiques, il ne s'agissait que du courant El Niño qui a provoqué une grosse dépression. Autre raison, ce qu'on voit à la télé fait peur, mais les reportages ne sont pas représentatifs des îles. Souvent, on parle de Bikini-Koura, un village souvent submergé, et donc ce qu'on appelle communément un cas d'école, mais tout n'est pas comme ça. Aujourd'hui, la communauté internationale prend heureusement un peu mieux conscience de la situation. Les digues ont été changées, elles sont plus inclinées, elles sont recouvertes de végétation pour absorber l'énergie des vagues et donc du coup mieux résister face à la mer. Mais bien sûr, malgré ces nouvelles mesures, il y aura encore du travail à faire dans les prochaines décennies. Les nouvelles conditions climatiques ne sont pas à prendre à la légère et pour lutter contre la mer, il faudra bien trouver de nouvelles idées. Merci Margot, les îles Kiribati font bien sûr partie de l'accord final de la COP21. Reste à savoir si celui-ci sera suffisamment contraignant pour sauver les îles de la noyade qui les guette. Nous écoutons maintenant le titre Kabnam Bane Ni Maori, une chanson traditionnelle emblématique du pays. Le 30 décembre, les Gilbertins sont donc invités à se rendre aux urnes sur chacune des îles de l'archipel. Ils éliront non seulement leurs 46 représentants de l'Assemblée, mais aussi leur nouveau président. Un vote donc clé pour un pays, nous l'avons déjà dit, qui fait face à une crise climatique majeure. Commençons par le pouvoir législatif, Estelle. L'Assemblée parlementaire, branche législative du pouvoir, est créée au moment de l'indépendance, en 1979. Elle se compose de 46 membres,
44 qui sont élus tous les 4 ans dans les 23 districts de l'archipel, et 2 autres réservés au chef du Parlement et à l'unique représentant de l'île de Banaba. Le système de l'île de Banaba, justement, est considéré comme une vraie anomalie politique. Elle fait bien partie de l'archipel des Kiribati, mais est dirigée par le Conseil des sages et anciens de l'île de Rabi. L'île de Rabi qui fait, elle, partie des îles Fidji. Alors cette situation est un peu trouble et est en fait le résultat de négociations très tendues entre les 2 archipels qui s'en disputent la propriété depuis déjà une dizaine d'années. Le Conseil choisit donc un représentant qui siège au Parlement gilbertin. Pour le reste des sièges, les forces sont réparties entre 4 partis politiques. Difficile de dire lesquels sont à droite et à gauche. Tout change au gré des coalitions et des fusions. Parlons tout de même des piliers de la vérité. Ce parti avait remporté la majorité des votes en 2011 lors des dernières élections. Et c'est ce parti qui s'inscrit dans la continuité du Parti progressif national qui était au pouvoir depuis la Révolution. Et c'est d'ailleurs, Cyrielle, des piliers de la vérité que vient le président actuel du pays, Anote Tong. Il est élu pour la première fois en 2003, il avait alors raflé la présidence de justesse au nez et à la barbe de son propre frère, qui était alors le candidat de l'opposition. Le 30 décembre, Anote Tong termine donc son 3e mandat et à l'international, il est surtout connu pour avoir tiré la sonnette d'alarme sur la situation climatique qui menace son pays. Il a d'ailleurs créé la zone Phoenix en 2008, une réserve naturelle qui reste à ce jour la plus grande zone protégée du monde. Mais il a déjà annoncé, Estelle, celui qu'on appelle son excellence ne se représentera pas pour un 4e mandat. Parmi les pressentis à sa succession, Teweyaraki Teahero, même s'il est plus connu pour ses talents de poésie que pour sa carrière politique. Éducateur à Tarawa, il base son programme sur une philosophie en accord avec la terre, le ciel et la mer. Difficile donc de savoir qui seront vraiment les candidats à l'élection présidentielle. Ils ne seront connus qu'après les résultats des législatives, car au Kiribati, l'Assemblée nouvellement élue choisit 3 ou 4 de ses membres pour se présenter ensuite comme président. Les Kiribatiens reviennent ensuite aux urnes pour choisir leur chef d'État, le Beretienti en gilbertin. Avec un processus aussi original et des médias très peu développés sur le web anglophone, difficile d'établir de réels pronostics de vote. La question climatique est bien sûr au centre des débats et le parti des piliers de la vérité perd peu à peu de son influence au profit de ces nouvelles coalitions. Tout reste donc possible, mais nous aurons les réponses à nos questions dès le 30 décembre. Nous vous communiquerons bien sûr les résultats dès qu'ils seront connus sur notre site internet votretrotteur.fr. D'écouter le morceau Aose Aosa du groupe TKT. Nous avons donc beaucoup parlé de climat jusqu'à maintenant, mais aussi des enjeux politiques, et les Kiribati gagnent aussi à être connus pour leur côté géographique. Parce que pour un pays qui va tout de même de la Nouvelle-Zélande à Hawaï, difficile de le repérer sur une carte. Alors Cyrielle, les îles Kiribati, en fait, ça ressemble à quoi ? Eh bien Estelle, c'est un vrai micmac géographique. 33 îles minuscules, des atolls divisés en 3 grands groupes, les îles Gilbert, où habitent la majorité des Kiribatiens, les îles Phoenix et les îles de la Ligne. Et si vous cherchez à vous enfuir sur une île déserte, vous êtes sûr de trouver votre bonheur. En fait, sur les 33 îles, il n'y en a qu'une dizaine qui sont habitées. Sur les autres, personne, sauf peut-être Robinson Crusoe.
Mais de toute façon, ce n'est pas comme s'il y avait foule. 100 000 habitants seulement. Grosso modo, c'est un pays qui a autant d'habitants que Nancy. Du coup, si on résume, on parle d'un pays minuscule, très peu peuplé, et qui risque d'être bientôt balayé par les eaux. Oui, mais la géographie des Kiribati pourrait rendre fou n'importe quel amoureux des voyages, et a de quoi vous faire perdre le nord. Première chose, Estelle, les Kiribati a beau être l'un des plus petits pays du monde, avec ses 800 km² de terre émergée, sa zone maritime fait la taille de l'Union européenne. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que si vous regardez précisément sur une carte, vous remarquerez que les îles Kiribati sont au nord, à l'ouest, au sud et à l'est, tout à la fois. Et c'est le seul à pouvoir s'en vanter. Mais du coup, il part dans toutes les directions à la fois, mais comment c'est possible ? En fait, le pays est pile poil au croisement de l'équateur, qui sépare le nord et le sud, et du méridien de 180 degrés, qui sépare l'est et l'ouest. Et en parlant du méridien de 180 degrés, quand on le traverse, on change de date. Du coup, jusqu'en 1997, selon où l'on se trouvait dans le pays, on pouvait être aujourd'hui ou demain. Avec l'arrivée de l'an 2000, les autorités ont déplacé la ligne, histoire que les 100 000 Kiribatiens vivent au moins le même jour. Mais les Kiribati restent les plus proches de cette fameuse ligne. Pour faire simple, quand il est minuit à Londres, il est déjà 14h là-bas. Du coup, les Kiribatiens ont toujours une longueur d'avance sur le reste du monde. La preuve, c'est les premiers à être rentrés dans l'an 2000. Et ça, c'est quand même classe. Ça, c'est certain. Merci, Cyrielle. Mais avant de pouvoir se vanter devant la terre entière, les Kiribati sont restés plutôt discrets. Mais quand est-ce que les Européens ont découvert ce mystérieux archipel, Paul ? Pour cela, Estelle, il faut remonter au 19e siècle, soit près de 400 ans après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Auparavant, aucun Européen n'avait jugé bon de coloniser ces dizaines d'îles éparpillées. Alors autant dire que les Gilbertins, qui s'appelaient eux-mêmes Itungaru, les assemblés, ont vécu pendant plusieurs millénaires en parfaite autarcie. Malgré l'éloignement des îles, le peuple gilbertin développe sa propre culture et même sa propre langue. Pour les Itungaru, il va donc de soi que les Kiribati sont une nation, régie par un système de démocratie parlementaire qui n'a que peu de contact avec ses voisins samoans. Pourtant, pour les navigateurs européens, l'unité de l'archipel est beaucoup moins évidente. Au XVe siècle, le portugais Magellan puis l'italien Pigafetta ne font que passer près des côtes de quelques îles, mais n'y voyant pas de présence humaine, décrètent qu'elles sont inhabitées. Il faudra attendre 1820 pour qu'un navigateur décide de donner un nom à l'archipel, les îles Gilbert. Et j'imagine que c'est son propre nom ? Pas du tout. Le navigateur, c'est Adam de Krusenstern et c'est un Estonien au service du tsar de Russie. Le Gilbert en question, c'est un capitaine anglais qui, en 1788, avait traversé l'archipel sans s'y arrêter avec son compère le capitaine Marshall, qui lui aussi a eu droit à son hommage. Les colons arrivent au cours du 19e siècle, finissant par vaincre la résistance des autochtones dans des conflits qui finissent souvent en massacre. En 1916, les îles Gilbert deviennent avec les îles Ellis un protectorat britannique, avant d'être brièvement occupées par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il faudra attendre 1979 pour que les îles Gilbert, désormais Kiribati, selon la prononciation locale, accèdent à l'indépendance. Le 12 juillet, plus précisément, soit 90 ans jour pour jour, après la visite sur l'atoll d'Abemama d'un certain Robert Louis Stevenson. Et depuis, les Kiribati sont donc devenus la démocratie parlementaire que nous connaissons aujourd'hui. Mais les Kiribatiens ne sont pas nés de la dernière pluie. Le peuple austronésien de Micronésie habiterait ces terres depuis plus de 2000 ans, comme l'a rappelé Paul. Et Camille nous donne un aperçu de cette culture à travers une légende, évidemment. Ça commence par une histoire d'amour, bien sûr. Une jeune fille se marie à un jeune homme, et peu de temps après, surprise, une ravissante petite fille est née. Mais l'enfant est tellement pourri gâté qu'elle chouine, pleure, crie à longueur de journée. Et puis un jour, alors qu'elle crie de plus belle, l'enfant capricieuse annonce à ses parents « Je veux aller voir la lune et le soleil ». Devant l'absence de réaction de ses parents, elle crie, chouine, pleure, du matin au soir et du soir au matin. Puis un jour de plus, le père finit par céder, évidemment. On s'y attendait. Il entame alors la construction d'un canoë géant composé de 17 voiles et de 17 pagaies. Il parcourt le village à la recherche de gros bras et avant de prendre le large, le père prévient l'équipe. Il est interdit de parler aux étrangers. C'est l'heure du grand départ, le vent souffle et pousse le canoë vers des contrées lointaines. Aucun canoë n'a été aussi rapide ni aussi loin dans toute l'histoire. Sur la route, l'équipage s'approche bien sûr de nombreuses îles et y croise des gens étranges. Ceux-là, par exemple, ils ont des pieds énormes et des oreilles gigantesques. Vraiment bizarre, hein ? Intrigué, un des rameurs s'arrête et interpelle un étranger. Et soudain, à son tour, ses pieds et ses oreilles deviennent énormes et continuent de grossir, à l'image de l'étranger en face de lui.
Alors la réaction contagieuse est assez bizarre, vous allez me dire, mais vous n'avez rien vu car le capitaine prend une décision assez radicale, je cite. « Balancez-le par-dessus bord, ou sinon, on va couler !» On ne reverra jamais le pauvre petit rameur. Et la chose se répète inévitablement, à chaque détour, à chaque rencontre incongrue, un autre rameur passe par-dessus bord, jusqu'à ce que l'enfant et son père soient les seuls survivants de l'embarcation. « Nous arrivons près du soleil, ma chérie, dit le père. »« Oh non, papa, il fait vraiment trop chaud !» répondit la fillette. Bon, cap sur la lune alors, mais une fois arrivée, la petite fille refuse de nouveau. « Il fait vraiment trop froid, papa !» Exaspéré par cette gamine qui est, dira-t-on, assez horrible, le père décide de la planter là, et il retourne tout seul chez lui, sur son canoë. Eh bien, la demoiselle, elle est toujours sur la lune. Merci Camille pour cette leçon de sagesse venue des astres. C'est la fin de notre émission, merci à vous de l'avoir suivie. Pour ma part, c'est aussi la dernière émission que j'ai eu le plaisir de présenter. Dès janvier prochain, vous retrouverez la voix de Margot Malinge, mais aussi plein de nouvelles recrues qui vous feront découvrir de nouvelles destinations toujours plus insolites. Il me reste donc à remercier l'école de journalisme du CELSA pour son soutien constant et pour nous donner accès au studio radio, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui continue de nous aider. Un grand merci aussi à toute l'équipe de Votre Trotteur, Margot, Cyrielle, Camille, Romain et Paul, que vous connaissez bien sûr, mais aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à toute une année entière de ce projet un peu fou. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle émission de Votre Trotteur. Yes, you